s'il y a des prises, s'il y a des demandes de parole, bon, je suis invitée à la distribuer, la parole. Moi, je vais rebondir. On entend, parce que moi, vraiment, je connais pas le monde journalistique, etc. Je m'intéresse aux médias forcément. Qu'est-ce que, j'en ai parlé tout à l'heure avec lui, une question. Qu'est-ce que l'éthique journalistique? Alors, c'est bien. Tiens, voilà. écoute, je voulais en parler alors que j'avais dit que j'en parlerai, je te demande pardon. Alors, il y a une charte, figure-toi. Voilà, oui, la charte de déontologie que ça s'appelle. Hein. Voilà, c'est très important. Alors, avec les 4 C. Les 4 C, hein. Ça veut dire cohérence. Je ne me rappelle plus. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus exactement, mais en réalité, il y a une charte déontologique qui n'est absolument pas respectée. On est d'accord, voilà. Donc, n'empêche que, je vais quand même te dire un truc, dans la charte du journalisme de 1938, donc c'est pas d'aujourd'hui, le journaliste est considéré n'être pas un policier. Et donc, chaque fois qu'il va faire une enquête ou qu'il va chercher une information et qu'il doit la retransmettre, il doit se mettre toujours dans la position de celui qui l'interroge. D'accord? Après, sur la déontologie, il y a le respect des faits. Alors, je sais que c'est compliqué, parce que tout à l'heure, on a eu un aperçu de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le nomme d'une certaine façon, un fait peut être travesti. C'est ça la vraie difficulté. Hein. Mais malgré tout, on pourrait, tu le retrouveras facilement les 4 C. Alors il y a de la cohérence, il y a, je n'ai plus tout en tête, de la clarté, de la cohérence, il y a de la vérité, et il y a exhaustivité qui n'est pas un C. Et on n'a jamais su pourquoi. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Et c'est important la charte de déontologie, sauf que elle n'est pas, elle est juste, comment dire, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a personne, tu es là, c'est sur l'honneur, tu vois, mais personne ne peut te condamner, c'est un principe moral. C'est-à-dire, on ne condamne pas un journaliste qui ne respectera pas la charte déontologique. On ne va pas pouvoir porter plainte, tu vois, sauf en cas de diffamation. D'accord. Alors, c'est le seul cas. Le seul cas, c'est le cas de diffamation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez bien, ils font très attention hein, dans la manière dont ils présentent le prétendu antisémitisme de Mélenchon. Parce qu'ils savent très bien que ça partirait vers un procès, etc., et que celui-là, il le perdrait. Donc, ils le voient, tu écouteras la manière dont ils le présentent. Et effectivement, ils nous voient tant qu'ils peuvent, mais n'empêche qu'il en reste toujours quelque chose. Et c'est ça. Et oui, et voilà, exactement. On est complètement d'accord. Je sais pas, il y a d'autres questions? Alain? Oui, moi, une réflexion. C'est un souvenir vieux, j'avais 13 ou 14 ans. Il y avait un journal qui s'appelait à la maison, mes parents achetaient Le Parisien libéré à l'époque. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'une fois en page 2, avec un gros titre, alors je précise tout de suite que j'ai rien contre les animaux, mais le titre c'était « Un Algérien tue un chien berger allemand à coups de couteau ». Il y avait pas, s'il avait été breton ou auvergnat, on n'aurait pas fait d'article du tout. Mais là, il fallait dire « Un Algérien ». Eh ben, c'est un criminel, c'est quelque chose comme ça. Alors, ce que tu décris, c'est très important parce que c'est ce qu'on a appelé la fait-diversion de la société. C'est-à-dire qu'on se sert du fait divers pour faire diversion sur d'autres choses qui seraient plus importantes. Par exemple, tu dis là, c'est un Algérien qui tue un berger allemand, hein. Ben, c'est un peu le juif. Ouais, mais du coup, je pense que c'est pas qu'un fait divers, parce que c'est pas qu'une diversion, parce que le nazisme c'est pas qu'une diversion, donc après ils font la Shoah. Mais en tout cas, je suis d'accord, c'est on va nommer comment on choisit. Cet homme est algérien, il est peut-être fan de foot, il est peut-être jeune, il est peut-être vieux. C'est-à-dire que mettre un mot, c'est choisir la signification. Ce qu'ils veulent dire en France, c'est il y a une signification derrière ce fait.
c'est que c'est des barbares, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense vraiment, c'est le mot veut signifier. Et moi, je pense que tout fait a une signification, on est des humains. On a besoin que notre monde signifie quelque chose. Bien sûr. Mais nous, ça pourrait être barbarie envers les animaux. Un homme tue un chien. Vous voyez, ça aurait pu être ça le titre. Eux, ils disent non, faut dire que c'est un Algérien parce que parmi ces milliers de choses qu'il y a dans le monde, enfin dans cette personne-là qu'a tué, c'est ça qui les à la fin de intéresse. la guerre d'Algérie. Fin de la guerre d'Algérie, ben voilà, c'est des barbares, quoi. Ben Et la colonisation est justifiée parce que regardez, on a sauvé les chiens. C'est la contextualisation. Ouais. Dans le contexte, effectivement, là actuellement, en ce moment, tu dis arabe, les gens voient des choses très précises. Hein. Tu dis ukrainien, ils ont réussi à d'autres connoter des choses. mots en fait. Même les deux guerres ne sont pas traitées de la même manière. La guerre ukrainienne, Oh, la voilà. guerre russo-ukrainienne et l'autre. Non, le mot musulman aujourd'hui en France, quand il est dans les médias, forcément derrière, il fait peur. Ah ben c'est clair. Dani, Attends. il y avait Dani. Excusez-moi. Pour le deuxième exemple, quand tu as cité vulve, est-ce que si tu avais cité lèvres, ça serait passé auprès du directeur du journal ou pas? Alors, oui, parce qu'il aurait peut-être compris lèvres de la bouche. Voilà. mais comme me connaissant, j'aurais mis lèvres du bas, hein, mais enfin, bon. Mais, non, elle est intéressante la question. C'était l'idée pour le tromper. Non, mais moi, j'aurais voulu le tromper pour l'avoir. Ah ben, je comprends ce que tu dis, mais justement, c'est le contraire de ce que les journalistes un peu, qui résistent, les journalistes résistants, ce qu'ils veulent, c'est ne pas Je me les... sens résistante. Non, mais je te dis pas le contraire. Je te dis, les journalistes résistants, eux, ils travaillent pour eux et les autres journalistes qui viendront après. Donc, c'est-à-dire que si je cède en trichant un peu, oui, je sais qu'après, celui qui vient après moi, il va devoir tricher aussi. Il va devoir en faire autant. Bon. Alors, le but, c'est vraiment de faire en sorte de résister les uns derrière les autres. Voilà. C'est bien ça. Hein, C'est intéressant, oui. C'est vrai que quand on le voit, enfin, quand tu résistes officiellement, bah, tu poses des jalons pour la suite. Moi, je suis d'accord. Ah, Ouais, t'es c'est d'accord. pas mon domaine, mais ça me parle en tant que travailleur. Non, quoi. mais ok, ouais, Moi, je- j'aurais voulu, si tu veux, par exemple, moi j'aurais dit lèvres, hein, et que le suivant, celui qui arrive, il trouve encore mieux que moi. Vous le voyez. Toi, tu ouais, mais la Khmer rouge, elle ne le voyait pas. Oui, du coup, les quatre principes fondamentaux du journalisme, c'est confronter, croiser, contextualiser et citer. Merci, ma chérie. Voilà. Contextualiser, ouais. Contextualiser. Et ça, c'est des choses que les journalistes Merci, ne font hein. plus. Mais alors, il y avait l'exhaustivité qui venait après. Excuse-moi, je termine. L'exhaustivité, c'est les 4 C plus l'exhaustivité. J'avoue que je sais pas si j'ai toujours tout suivi. Et moi, je rebondis. Pardon. Non, mais terminé. Nathalie, vas-y, Nathalie. Ah, moi, je voulais juste revenir sur cette lutte sémantique dont on a parlé au départ. D'abord, sur le mot sionisme, pourquoi je suis venue là-dessus? Parce que sionisme, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent absolument associer sionisme et juif. Je pense même qu'il y a une députée comme Aurélie Adam qui veut faire une loi là-dessus. Et donc, elle récupère le sionisme pour la coller et dire c'est antisémite que d'être antisioniste. Ça, ils aiment bien faire ce genre de choses. Moi, j'ai quelques perles dans cette lutte sémantique. Je note depuis longtemps qu'au lieu de dire, par exemple, cotisation, on va dire charge, on va dire impôt. Donc ça c'est un truc qui nous martèle bien. Hein. Je veux dire, on est contre les impôts, on est contre les charges, mais les cotisations qui seraient contre, on sait bien que c'est notre patrimoine. J'ai aussi noté un jour, j'en avais parlé à quelques-uns d'entre vous, le prolétariat historique et le prolétariat de substitution. Ah, c'est ça. Pour bien opposer les gens entre eux. Ça, c'est super. Il y avait ça. Il y avait aussi, j'avais noté une fois, quand il relatait la guerre récente au Liban, il disait un Libanais de 2 ans a été tué. Un Libanais de 2 ans. C'est un bébé. C'est un enfant. Enfin, c'est carrément choquant. Pour déshumaniser la chose, c'est incroyable. J'arrêtais là dans mes perles. Et je voudrais continuer sur ce que je disais sur la formation qu'assurait à l'époque le PCF. Je pense que l'école, c'est quand même une victoire sociale qu'on a obtenue, au même titre que la santé, etc. L'école, la formation,
Le PCF, à l'époque, hein, était très vigilant là-dessus. Et nous avons eu des écoles aussi républicaines, nous avons appris plein de choses. Et justement, le vocabulaire, on l'a encore un petit peu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, vu l'état dans lequel est l'école, je ne sais pas comment les générations futures, si on est justement dans un environnement social un peu déficient, à ce niveau-là, c'est compliqué de rattraper, hein, je veux dire, voilà. Vas-y Romain, Avec plaisir, parce que ça part de l'école qui est de notre travail. Exactement. Ouais, sur sionisme, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un mot qu'il faut garder, c'est le colonialisme israélien qui a fait plein de morts et tout, c'est normal de le dénoncer, et encore heureux qu'on a encore le droit. Ouais, je voulais parler de l'école du coup, mais c'est vrai qu'en fait, l'école, ça pourrait être un lieu justement de résistance. Et va voir des profs et dis-leur que c'est un lieu de résistance, dire ah non, il faut qu'on soit neutre, ça veut rien dire. On est face à des gamins, moi je travaille au lycée à Prades, un département qui fait 48% RN, faut pas l'oublier, donc on est des gamins qui baignent là-dedans. Et ils ont un vocabulaire Bardella en fait. Leur vocabulaire est façonné par Bardella, ils l'écrivent sur les murs parfois Bardella, enfin c'est un climat où tu vois que tu es dans un truc d'extrême droite quand tu es à l'école. Et face à ça, tu as des profs qui, désolé, moi je parle avec un peu de colère, mais qui refusent de s'engager. C'est pas des fachos les profs, mais c'est pas des résistants non plus. Ils veulent pas, oui c'est plus, en tout cas c'est plus. Les profs, tous les profs 90%, franchement 90%. Fais une lutte, dis-leur le mot fascisme, oh mais de quoi tu nous parles, ça c'est, ah non. Je veux dire, les profs politisés c'est des clowns pour eux, c'est des fous, vous êtes des barges en fait quand vous êtes politisés là-bas. Ouais. Non c'est pas que c'est des fachos, je dis pas que c'est des fachos. Mais c'est pas des anti-fachos non plus. Quand j'étais à Prades, à aucun moment il y avait Bardella dans les toilettes. Ah mais là ouais, dans les classes, tu peux marquer ça. Moi j'y étais au lycée de Prades. Mais je voulais juste finir du coup, mais effectivement on attendrait de ce lieu de travail de gens éduqués, qui sont pas fachos c'est vrai, qui résistent, mais ils refusent. Franchement moi je vois une absence totale de résistance, et à Prades en plus c'est pas les plus mous. Hein. Vous avez vu souvent des lieux de travail. L'école c'est le dernier lieu de travail où tu as des gens qui se croisent. Enfin c'est un lieu de travail où il y a des gens qui se croisent, qui voient qu'ils pourraient s'organiser, qui ont des CDI. Vous en voyez beaucoup des profs qui font des manifs devant leur lycée, des piquets de grève? Non. Si, moi, je vois ils sont individualisés. Ils sont individualisés, t'as le délégué syndical. Ok, t'en as 5 par bahut. Il y a 100 profs par bahut. 5, ça veut dire 5%, allez, on va dire 15%. C'est pas sérieux, moi je suis totalement déçu. Enfin, ça déçoit parce qu'en fait, notre espace devrait jouer ce rôle historique antifasciste, il le joue pas. Moi j'ai fini, merci. Alors moi je vais continuer sur l'école, parce que pour moi l'école, c'est un lieu où on apprend à penser, tout seul, sans que forcément il y ait des gens qui viennent vous faire du bourrage de crâne, etc. Donc on apprend à l'enfant à penser par lui-même, quel que soit, voilà, il apprend à penser par lui-même. On a eu, et là c'est une grosse anecdote, il y a 2 ans en arrière, Louis Alliot à Perpignan, sur mon école, qui est juste là, l'école Pasteur Lamartine, on a Louis Alliot qui a fait une tentative d'intrusion dans notre école, une tentative pas physique, une historique, où il souhaitait venir sur les écoles de Perpignan et faire du révisionnisme sur le colonialisme algérien. Donc il voulait venir présenter dans les écoles sa vision à lui. Et donc moi quand j'ai appris ça, j'ai tiré la sonnette d'alarme, rectorat, inspection de l'académie, et là ils l'ont stoppé net. Donc on a eu aussi le soutien entre guillemets de l'État qui nous a dit il n'y mettra pas les pieds. Lui son rôle de maire, c'est les murs. Ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'éducation, il n'y mettra pas les pieds. Mais le RN tente de s'approprier. On est dans des écoles primaires, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée. Ils veulent dès la tendre enfance repartir sur du révisionnisme de l'histoire de la colonisation algérienne. Et c'est là où il faut être, nous en tant que moi je suis parent élu, c'est là où nous parents ou enseignants ou même... Il faut vraiment surveiller ça, c'est vraiment, moi je vous le dis, même si vous avez des enfants, des petits-enfants, il faut vraiment faire très attention parce que le RN est prêt à rentrer dans l'éducation nationale et à faire des choses horribles auprès de nos enfants, quoi. Il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts. Hein. Oui. Merci, bravo pour ta lutte. Il faut, il n'y a pas le choix. Oui, je voudrais juste, ça sera très rapide, mais concernant Prades. Je suis un membre de la Libre Pensée, ce que beaucoup connaissent, et on a fait de nombreuses, et on continue de faire d'ailleurs, des grandes distributions, en particulier contre la guerre, et contre la guerre, évidemment, ce qui est aujourd'hui, ce qui se passe. Mais quelle est la réaction la plus présente alors évidemment, c'est le jour de mardi, je crois que c'est, il y a les trucs, un peu tout le monde qui est là. C'est ça. Eh bien,
mais peut-être sur les 300, 400 personnes que je vois, il y en a une centaine qui me disent « Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». C'est la plupart des réponses, c'est ça, contre la guerre. Et aujourd'hui, c'est alors, peut-être ce sont des gens un peu plus âgés, c'est possible. Hein. Et parce que de toute façon, déjà, il n'y en a pas trop là-bas. Mais enfin, des âgés, des gens qui nous répondent ça chaque fois. Donc, ça n'est pas une question de, disons, je sais pas quoi. Je voulais vous le dire parce que c'est quand même important. Oui, c'est bien. Juste, je trouve que, effectivement, à titre individuel, l'école, comme tu le présentes, comme lieu de la réflexion, effectivement, ça donne envie, mais j'ai l'impression que constitutionnellement, c'est l'école un peu. Enfin, c'est là qu'on dit, qu'on véhicule un peu une idéologie néolibéraliste aussi, avec cette espèce de méritocratie, de productivité. Et enfin, tout ça aussi pour dire, bon, je dois fouiller un peu, excusez-moi. C'est pas grave. Mais parce que, bon, par exemple, la fille de Pauline qui est à l'école, donc les classes, elles sont au moins 30, voilà. Donc effectivement, pour que l'élève puisse incorporer, va-t-on dire, tout ce savoir, il faut des bonnes conditions. Et je veux dire, là, il y a carrément la pharmaceutique au service, effectivement, du néolibéralisme pour conformer les enfants à rester bien assis et écouter un peu ce qui se passe, comme dans les usines, comme dans les bureaux, autre chose, puisque, effectivement, elle est dans les nuages, mais dans une poésie, quelque part, donc voilà, je comprends bien. Et ce qu'on lui propose, effectivement, c'est de la Ritaline. Et la Ritaline, effectivement, c'est un médicament. Ce sont des amphétamines. Mais je suis infirmier, donc je travaillais en pédopsychiatrie. Et effectivement, pour un peu, clore, effectivement, toute manifestation d'une rébellion sociale qui peut passer par l'agitation en classe et d'ordre aussi psychique, on passe par de la Ritaline. Donc bientôt les gilets jaunes seront sur Ritaline aussi, peut-être. Et non mais on en est quelque part, on est là. Et donc je me dis, bon, l'école, peut-être la réfléchir aussi autrement. Bon, les souris, c'est pas accessible pour tout le monde non plus. Mais enfin voilà, dans une vision un peu plus peut-être anarchiste que voilà. En tout cas, pas voir l'élève comme quelqu'un qu'on doit dresser en mettant sur les cahiers, en le faisant asseoir, en le reprenant dès qu'il On parle. est dans une espèce de soumission à l'école. C'est certainement pas dans cette grosse machine qu'est l'éducation nationale. Voilà. Moi personnellement aujourd'hui, j'ai enseigné aussi en tant que en anglais, mais peu importe, j'ai été écœurée. Franchement, j'avais l'impression parfois de faire subir un système qui n'était pas du tout humain, en ne portant pas d'attention suffisante à certains élèves en difficulté, mais principalement dû à des sureffectifs. En anglais, bon déjà que c'est pas très simple à enseigner, j'avais des classes de 33 élèves, 3e, 4e. Pourtant j'ai la santé, j'avais le dynamisme, mais je me suis dit, mais c'est pas de qualité ce que je fais. Et je me suis retirée. Et personnellement, dans le corps enseignant, il y a vraiment une fracture énorme qui est déplorable en tant qu'enseignant. Moi, je me suis retirée parce que je trouvais que je me retrouvais seule face à une grosse machine. Je ne voulais pas à l'époque me syndiquer parce que j'étais un peu anti-tout. Et aucune confiance non plus peut-être dans les corps quels qu'ils soient. En tout cas, je sais une chose, c'est que je ne regrette pas d'avoir levé le pied et que je souhaiterais que tous les enseignants le fassent. Voilà. Et ce serait le meilleur, je pense, le meilleur service à rendre aux élèves. Parce que je trouve que dans ce fonctionnement, il y a beaucoup de maltraitance, des enseignants qui sont en burn-out, qui n'ont plus la pêche quand même pour mener comme la pêche avec les gamins. Et ça, c'est une certitude. Et plein d'autres choses. Mais moi, je ne pouvais plus participer à ce massacre. Et je pense que c'est pire que jamais. Et d'où, justement, vous avez beaucoup de profs dans le public
ils ne mettent pas leurs enfants dans le public, ils les mettent même dans le privé. C'est quand même une aberration, quoi. Et en sachant que le privé n'est pas forcément non plus la panacée, hein. Faut pas croire. Hein. Ça, c'est une fausse information aussi qu'on nous refile. Moi, j'en On va mélanger avec la racaille. Les conditions dans le privé, mais ne sont pas terribles, mais c'est surtout qu'on cautionne encore un système de discrimination privée-publique. Stop! Moi, je suis pour une école alternative. Quand je dis alternative, je ne sais pas, on peut imaginer autre chose. Autre chose que l'éducation nationale, ce gros corps qui est sous la matraque du gouvernement, qui est sous la matraque des politiques. Et oui, je suis pour une explosion de ça. Je trouve lamentable qu'on veuille dresser des élèves, je trouve ça abject. Martial? C'est triste d'entendre ça. Attends, laisse parler Martial. Moi, je sais pas, c'est une question moi, je pense pas que l'école soit un lieu de pensée. Le journalisme, on voit ce que c'est devenu. La télé, on voit ce que c'est devenu. On a, dans les années 80, mis beaucoup d'espoir dans les radios libres. On voit ce que c'est devenu. Voilà. Et en fin de compte, ils sont où les lieux, effectivement, de la fabrication de la pensée, des mots de gauche? Et ils sont peut-être à inventer, ils sont peut-être ailleurs. Et ils sont plus du tout dans les lieux traditionnels qu'on a connus. Et c'est ça qui est compliqué. Est-ce que c'est pas ça qui est compliqué aujourd'hui à réaliser, c'est-à-dire à prendre conscience, mais aussi à faire, parce que effectivement, les choses changent et qu'on a du mal à s'adapter et à créer et à s'accaparer ces nouveaux lieux. Je sais pas. Si c'est pour On peut répondre. Oui, on aimerait répondre. Tous les deux. Sur l'école, alors c'est pas une conférence sur l'école, mais je réponds quand même parce que mon métier ça me parle et tout ce que vous dites me parle. Mais du coup, ouais, moi je suis. En fait, moi mon but en tant que prof, c'est de faire de l'école aussi un lieu de résistance. Voilà, j'assume. Je pense que tout est politique, y compris et encore plus le métier de professeur. Et ouais, comme dit Martial, ou même la question que tu poses, lever le pied, c'est lever le pied dans le dressage. Mais par contre, mettre le pied aussi dans la construction d'une pensée critique, de débat avec des enfants, et les enfants peuvent comprendre des choses. Et je pense, ouais, comment, comme disait Martial, est-ce que l'école est un lieu de pensée? C'est les travailleurs de l'école qui le décideront. Et pour l'instant, les travailleurs de l'école sont d'une passivité honteuse face au capitalisme, au néolibéralisme dont il parlait le camarade, et pour l'instant, ils ne veulent pas en faire lieu de pensée. Voilà, c'est mon avis. Et sur l'école, j'aimerais bien qu'on, peut-être, quelque chose sur le journalisme aussi là-dessus. Oui, non, mais vas-y. C'est rapide. Attends, c'est Francis. Oui, alors, je ne veux pas faire non plus un débat sur l'école. Faut pas qu'on fasse une conférence dessus. Ça me plairait beaucoup, mais deux choses rapides. L'école, c'est un outil, ça peut être un lieu de conformation sociale terrible, de dressage. Ça peut être aussi un lieu de résistance, d'éveil. Donc, c'est nous qui sommes aussi responsables. Je prends un exemple très précis. En 2005, le gouvernement de l'époque, Chirac de Lipin pour le coup, qui avait fait des meilleures choses en géopolitique, avait dit qu'il faudrait que désormais les profs d'histoire enseignent notamment les aspects positifs de la colonisation. C'est hors de question que l'État nous prescrive ce qu'il y a à enseigner face à l'histoire, sinon c'est de la propagande, et c'était passé à la trappe, on n'en a plus parlé. Donc si on résiste, on peut. Donc c'est pour ça que, effectivement, c'est nous qui sommes... Par contre, il faut sortir de l'idée, il y a 50 ans, les profs c'est tous des gauchistes. Ah bon, vous rêvez. Ça, c'est... Ah non, nous on a l'école qui se revendique les profs sont nationale à l'image de la société. et qui le disent ouvertement. Il y a des mecs qui votent extrême droite. Voilà. Par contre, il y a une chose, là vraiment je m'inscris en faux totalement. Le privé, c'est pas mieux que le public. Non, oui. Les gens qui vont dans le privé, c'est surtout par évitement social, pour ne pas fréquenter la racaille. Par contre, le niveau scolaire est souvent bien meilleur dans les lycées publics que privés. Et c'est justement parce que dans le privé, c'est des bonnes notes faciles. Et j'ai plein d'histoires à raconter que je ne raconterai pas parce que ce sera trop long. Deuxième chose, sur les journalistes. Il y a une rupture importante dans le métier du journaliste qui a été faite en 1945. Au moment de la libération et de l'épuration, De Gaulle a dit « Les journalistes qui ont collaboré n'ont tué personne, mais par leur plume, ils ont tué bien plus de monde que les exécutants. » Et un gars comme Brasillac, où il y a eu des pétitions pour sauver Brasillac,
De Gaulle a dit non, il est fusillé parce que les journalistes ont une responsabilité particulière. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on revienne aussi à cette responsabilité par rapport justement à la charte de Munich. La charte de Munich, notamment les 5 W, qui, quand, pourquoi, où, comment. Et justement, peut-être que je voudrais responsabiliser. Alors, ce que tu as dit est très juste. Le problème, c'est qu'il y a une frontière qui est un peu étanche, ou pas assez étanche, entre journalistes, experts, qui c'est ces guignols qui viennent en disant moi je pense que, alors qu'en fait ils n'ont aucune valeur scientifique à exprimer ce qu'ils ont à exprimer, et qui est en fait de la propagande pure et simple. Donc on voit un peu la responsabilité des journalistes dans le métier, et nous on considère que nous c'est historien, on a souvent une expression, les journalistes le 4e pouvoir, après les 3 pouvoirs exécutifs, et le pouvoir de la presse est considérable, et il faut peut-être le réévaluer, d'où l'excellente initiative pas que lui, mais notamment de lui, d'Aurélien Saintou, avec la commission d'enquête, qui a été remarquable pour justement démonter Bolloré et les autres. Je m'arrête là, c'est notre problème. Exact. Je ne connais pas ton prénom. Ah oui, mais c'était un peu un Patrick, un hommage pour les enseignants. C'est même si on n'est pas fédéré, même si on n'est pas syndiqué, même si le syndicat c'est une bonne chose, mais si on va jusqu'au bout, hein. Si c'est pour taper sur le casserole, rentrer à la maison et qu'il y a un bébé. Moi, je suis un peu extrémiste, d'accord, mais bon. Ceci dit, je trouve que c'est le plus beau métier, un des plus beaux métiers du monde. Et si un enseignant, il ne faudra pas compter sur une amélioration, je ne pense pas du service public, à moins que les filles ou l'NPA accèdent au pouvoir. Hein. Bon, j'aimerais bien. C'est pas possible. Mais au moins, il faut un tout pour. Voilà, hein, vous imaginez bien. Mais si chaque enseignant a cette éthique, chevillé au corps, à ce plaisir, à la vocation, et même s'ils sont 30 ans par classe, s'ils arrivent à procurer l'amour, la curiosité intellectuelle, c'est un enfant, un élève se souviendra toujours toute sa vie de cet enseignant et de cette enseignante. C'est vrai. Et il aura construit l'adulte en devenir. Et on aura toujours une pensée émue pour cette femme et cet homme. Voilà, c'était un hommage que je voulais. C'est joli, merci. Bravo, madame. Je voulais glisser mon point de vue aussi en tant qu'ex-enseignante spécialisée. Quand je m'occupais des enfants décrocheurs, on va dire, pas inintelligents, pas handicapés mental, décrocheurs du système scolaire, et il y a de quoi décrocher. Donc j'étais en permanence en colère pour arriver à faire le lien. Et quand les enseignants, quand je m'adressais aux enseignants pour essayer de voir et de chercher ensemble comment améliorer l'accueil de l'enfant et comment construire du lien, les enseignants appréciaient de travailler ainsi. Et comme une découverte, hein, maintenant, la formation des enseignants, elle est terriblement inexistante. Hein. Bon, on a tout, je crois qu'on idéalise peut-être la qualité d'une majorité d'enseignants. Nous, je ne sais pas vous, mais nous, on a en tête 1 ou 2 personnes sur notre trajet propre scolaire. On n'en a pas tant que ça non plus. Hein. C'est vrai qu'on accroche avec certains, et qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, peut-être, sur notre parcours scolaire. Bon, j'espère que c'est à l'identique en ce moment. Ce que je voulais dire, donc, j'ai fini ma carrière au CMPP, j'accueillais des enfants de tous bords, enfin, à savoir l'école publique, mais aussi l'école privée. Et je vous assure que les enfants qui m'étaient adressés et qui venaient des écoles privées étaient très mal en point. Je ne pouvais pas discuter avec les enseignants, c'est vraiment, comment dire, gardé, c'est vraiment... C'était impossible d'arriver à avoir un échange. Et les enfants étaient très malheureux, hein, beaucoup plus que dans le système public où on arrivait quand même à recréer du lien et à recréer l'envie d'apprendre. Hein, voilà. Avant de vous en aller, il y a des fiches.
si vous vouliez laisser votre mail ou votre téléphone, hein, on les met sur la table. Voilà, sortie. Voilà. Je voudrais juste te dire quelque chose par rapport au fait que, regardez, on termine sur l'école. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a commencé sur le journalisme, et vous remarquerez que dans, n'est-ce pas, la liste de Gramsci, on a commencé par l'école. Hein. Et on a fini parce que, bon, il y avait des manifestations qui avaient été ajoutées qui étaient en dernier. Alors, je vais vous dire, l'école, elle est plus que perfectible, on est bien d'accord, mais ce n'est pas la faute unique des enseignants, loin de là. On a évidemment, alors bon, moi j'ai choisi de ne pas être enseignante, même si dans un milieu pauvre, évidemment, mes parents rêvaient que je sois institutrice, hein, parce que c'était le rêve de toutes les catégories prolétaires de l'époque, hein, évidemment, devenir professeur, instituteur, c'était génial, c'était formidable. Aujourd'hui, tu viens de parler de quelque chose, le manque aussi de formation. Hein. N'oubliez pas qu'il y avait une école normale, alors elle valait ce qu'elle valait, mais elle était quand même formatrice, elle apportait des valeurs, et encore une fois, là, on perd de la qualité d'enseignement, on perd des valeurs aussi, on perd aussi le groupe, la notion de groupe, etc. Il y a cette école normale donc, qui a disparu ou qui est devenue l'UFM, donc c'est devenu complètement autre chose. Bon, voilà. Et donc c'est aujourd'hui intéressant de voir que ce débat se termine sur l'école, parce que nous pensons à quoi en parlant de l'école? Des générations futures. Voilà. C'est ça notre souci, et je suis comme vous, hein, je vois très bien que nous avons encore un peu de background historique et capacité à la réflexion, et nous aimerions bien que nos enfants ne soient pas formatés et qui ne soit pas tout préparé avec le cerveau de temps disponible pour Coca-Cola, et qu'ils aient la capacité à réfléchir, à agir, et qu'ils n'aient pas peur.